On poursuit notre émission spéciale sur la Révolution russe d'octobre 1917 et on parle maintenant de l'héritage contemporain de cette révolution-là avec deux nouveaux invités. Ekaterina Piskunova, qui est chargée de cours en sciences politiques à l'Université de Montréal, qui est spécialiste de la géopolitique de la Russie. Bonjour, merci d'être là. Et Guillaume Sauvé, qui est chercheur à l'Université de Carleton à Ottawa, ainsi qu'au Centre de recherche et d'études internationales de l'Université de Montréal, également spécialiste de la Russie. Bonjour. Bonjour. D'abord, alors d'emblée, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de la Révolution de 1917 en Russie? Pas grand-chose, je dirais. Les monuments de Lénine, peut-être. Le mausolée sur la place Rouge, qui est extrêmement controversé. Les souvenirs de l'époque, mais il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que c'est célébré? C'est intéressant. La question est vraiment intéressante parce que la fête traditionnelle, c'était le 7 novembre. En fait, il y a une différence de style de calendrier. En fait, la révolution a eu lieu le 25 octobre, mais on l'a célébré le 7 novembre. Plus maintenant. Mais les autorités ont été assez habiles pour utiliser un peu la nostalgie. Puis la fête nationale, c'est la fête de l'unicité nationale qu'on célèbre le 4 novembre. C'est aussi la fête d'une icône qui est extrêmement respectée en Russie, la Vierge de Kazan. Alors, les orthodoxes vont à l'église pour célébrer la Vierge de Kazan. Les nostalgiques s'assoient à la table pour trinquer pour ceux qui restent de l'héritage. J'imagine qu'on célèbre un peu moins l'avènement du communisme aujourd'hui en Russie que la libération du tsarisme, peut-être. Pas du tout. On ne célèbre pas. Et même là, en fait, d'abord, je pense qu'il faut dire qu'en Russie, il y a quand même des points de vue très divergents sur cette question-là. Il n'y a pas du tout d'unanimité. D'abord, il y a un groupe de gens qui, oui, célèbrent l'héritage de la Révolution russe en principe, qui sont le Parti communiste de Russie, qui est quand même un parti encore important à la Douma, c'est-à-dire au Parlement de Russie, mais qui a encore là un rapport un peu étrange et ambigu avec le passé communiste, puisqu'en fait, ce qui est célébré, c'est surtout l'État soviétique, une sorte de nostalgie de l'égalitarisme et de la grandeur de l'État à l'époque soviétique, et pas tant, en fait, de la ferveur révolutionnaire, puisqu'en fait, c'est un parti qui est plutôt pro-religieux, ce qui était évidemment absolument pas le cas de Lénine, qui était anticlérical. Donc, il y a ce groupe, qui a donc un rapport ambigu, pro-soviétique, mais pas tant révolutionnaire. Et ensuite, la position officielle, comme par exemple celle de Poutine, bien, il a affirmé que l'effondrement de l'URSS était la plus grande catastrophe géopolitique du 20e siècle, mais il a aussi affirmé que ceux en Russie qui ne sont pas nostalgiques de l'URSS n'ont pas de cœur, mais que ceux qui veulent y revenir n'ont pas de tête. Donc, on voit sa position est très nuancée sur cette question. Il y a une distinction aussi à faire entre l'héritage de la Révolution. Alors, il y a le communisme, mais il y a le soviétisme, et ce sont deux choses. Tout à fait. Donc, quand on parle d'une nostalgie, on parle plutôt, je suis d'accord avec Guillaume, d'une nostalgie de l'époque soviétique, pas une nostalgie révolutionnaire communiste. D'autant plus que le mot communisme est chargé et compris très différemment par des différentes fractions. Donc, quand on parle de l'héritage, c'est surtout l'héritage du passé soviétique. Je suis tout à fait d'accord. Et qu'est-ce qui reste de cette révolution-là dans les anciennes républiques soviétiques? Mon Dieu, les vues sont encore plus contrastées parce qu'en fait, les modes de sortie de l'Union soviétique se sont faits de manière très différente selon les pays. Il y a des pays où, mon Dieu, c'est vraiment un tabou, c'est très mal considéré, par exemple les pays baltes. Mais il y a des pays où il y a encore une partie de la population, comme en Ukraine, en Biélorussie, qui témoignent de ce même genre de nostalgie, encore une fois, plutôt pour le régime soviétique et pour la grandeur passée que pour le communisme à proprement parler. Surtout en Biélorussie. En fait, le Bélarus, c'est un pays qui est particulier, qui a connu sa période de grandeur, effectivement, pendant l'époque soviétique. Alors, toutes les grandes réalisations, tous les grands acquis ont eu lieu, en fait, pendant cette période-ci. Puis, il y a aussi la personnalité de Loukachenko, le dernier dictateur de l'Europe, comme on l'appelle. Effectivement, les références dans son discours vers le passé soviétique sont nombreuses. Mais encore une fois, c'est un passé soviétique, pas un passé communiste. Mais est-ce que, de notre vision occidentale, on accroît, ou enfin on accorde un peu plus d'importance à l'héritage communiste qu'on devrait? Est-ce qu'on a une certaine exagération, une certaine, je sais pas, nostalgie de l'importance du communisme? Ça vaut toujours la peine de respecter le passé, ne serait-ce que pour apprendre des erreurs du passé. Mais parfois, je pense que l'Occident a une vision plutôt
plus idéaliste du communisme, du soviétisme que moi, par exemple. Je suis née à l'époque soviétique, j'ai vécu jusqu'à 2000 dans ce pays, donc je l'ai connu un peu sur ma propre expérience. Je ne peux pas dire que c'était toujours très plaisant. Et je pense aussi qu'il faut voir que le communisme n'a pas le même rôle dans les pays où il fait partie du passé comme type de régime, et dans les pays, par exemple le Canada ou d'autres pays occidentaux, où en fait ça a surtout le rôle de discours critique. En fait, les partis qui sont les partis communistes ont pour, en tout cas, principale fonction, étant donné qu'ils ont peu de chances de prendre le pouvoir, de critiquer les problèmes de l'ordre libéral. Et donc là, le rapport au communisme est complètement différent, alors que, comme on le disait, dans les pays qui ont connu le communisme, ceux qui sont favorables, en tout cas la plus grande partie de ceux qui sont favorables au communisme, c'est plutôt dans une perspective nostalgique d'un retour à un ordre ancien et non pas d'une ouverture à un autre monde. À quelque chose de nouveau, oui, c'est exactement ça. C'est plus un retour, oui. Mais pour conclure, est-ce qu'avec l'inégalité entre les riches et les pauvres qui semble s'accroître dans le monde un peu partout, est-ce qu'il y a un avenir pour l'idéologie communiste? Vous parliez de la nostalgie, de la grandeur en Biélorussie notamment. Est-ce qu'il y a une tentation de revenir vers le communisme? Je ne pense pas, honnêtement. Je ne pense pas. C'est vraiment une référence, une nostalgie des temps plus heureux, pas plus que ça. C'est pas un projet de changement. C'est plutôt une source d'énergie pour vivre le maintenant, mais selon moi, ce n'est pas un projet d'avenir. Ni pour des Bélarusses, encore moins pour des Russes. Et par ailleurs, je dirais que le communisme n'a pas le monopole non plus de la défense des idées d'égalité et de solidarité. En fait, je pense que la plupart des mouvements de gauche qui naissent en ce moment, par exemple en Europe, ne pourraient pas vraiment être qualifiés de communistes, même s'ils ont certainement une certaine affiliation avec les idéaux de Marx, par exemple, et certaines idées qui ont été avancées dans le courant de l'histoire plus large du socialisme. Mais je ne pense pas que la plupart d'entre eux vraiment se définiraient comme communistes. Bien, parce qu'il reste quoi dans le monde en ce moment comme régime communiste? Évidemment, on pense à la Corée du Nord, il y a la Chine, le Vietnam, le Laos et Cuba, c'est ça, essentiellement? Et comment se porte le communisme dans ces régimes-là? Est-ce qu'on peut encore appeler ça du communisme? Exactement, c'était la question que j'allais poser. Est-ce qu'on peut appeler ça le communisme? Moi, j'ai l'impression que, tout d'abord, c'est très diversifié dépendamment du pays. C'est un totalitarisme, certainement, mais est-ce que c'est un totalitarisme communiste? C'est une grande question à se poser. Puis j'ose espérer quand même que le totalitarisme n'a pas beaucoup d'avenir au monde en général. Et dans le courant du 20e siècle, il y a eu une transformation aussi des régimes communistes, et d'ailleurs ça s'est passé aussi en Russie, une sorte de banalisation du communisme, car ça fait des décennies qu'il est là, il perd un peu de son aura révolutionnaire et ça devient, le discours laisse un peu tomber justement les concepts révolutionnaires comme la lutte des classes, la révolution mondiale, et ces régimes-là communistes, maintenant, de nos jours, mettent souvent l'accès sur le patriotisme. Exact. Et, en fait, et le nationalisme voilà. aussi, oui. Et donc, l'opposition, par exemple, aux États-Unis, qui reste assez forte dans le discours chez ces pays, ne se fait plus sur le plan du socialisme ou du communisme contre le capitalisme, mais de tout simplement contrer la domination américaine. Parce que il y a certaines oppositions, vous parliez tout à l'heure des oppositions communistes qui ont bien peu de chances d'être élues, mais il y a certains pays quand même où, et là je sors peut-être des régimes officiellement communistes, mais il y a certains pays où l'idéologie est peut-être un peu plus forte encore. Oui, l'idéologie communiste reste encore comme référence, mais encore une fois, est-ce que c'est sur cette idéologie que l'avenir sera basé? C'est ça la question que je me pose. Encore une fois, le totalitarisme, selon moi, et c'est vraiment mon plus fort espoir, n'a pas d'avenir, étant donné qu'il y a une association très, très forte entre le totalitarisme et l'idéologie communiste. Je ne pense pas que ça ait beaucoup d'avenir. Même s'il y a une certaine attrayance, un certain fleur romantique associé au communisme, surtout, bien, c'est pas tellement le fleur romantique du communisme, c'est plutôt le principe de l'égalité qui est cher aux gens et qui ne contredit en rien en passant des principes démocratiques. C'est comme un principe humain qui est intéressant. Il n'y a pas une immense différence entre l'égalité communiste, si on prend l'égalité comme concept, et l'égalité de la Grande Révolution française. C'est la même égalité, hormis pour la lutte des classes. Mais comme Guillaume l'a dit si bien, on ne parle plus de la lutte de classe.
C'est pas un concept, c'est un concept de base du marxisme. Il n'est plus évoqué. On n'en parle plus. La classe ouvrière en tant que terme, en tant que concept, n'est pas une référence dans le discours d'aujourd'hui, même là où le communisme semble être encore à la mode. Mais à quel moment ça a été évacué du discours communiste? C'est intéressant. Moi, je dirais les années 60-70 à peu près. En Russie, c'est à peu près à ce moment-là, sous Brejnev, que... Pendant la détente, en fait. Pendant la détente. Après, alors Khrouchtchev avait encore un discours assez révolutionnaire. Mais quand on a commencé à parler de la coexistence pacifique, surtout, je pense. Puis, remettons dans l'ordre. Donc, Khrouchtchev, donc c'est dans les années 60. Et Brejnev a Et suivi. Brejnev, Dans et les même années à partir 60, de c'est 64. Ouais. Brejnev, et donc des années, de 64 au début des années 80, une longue période dominée par Brejnev en Russie, et qui était vraiment plutôt dans un... Non plus dans une perspective révolutionnaire, c'est une sorte de communisme justement plutôt patriotique qui vise à défendre les intérêts de l'URSS comme pays. Et je pense que c'est plutôt cette tendance qui est à l'œuvre dans les pays qui sont encore communistes dans le monde, c'est-à-dire plutôt un communisme C'est comme une référence conservateur obligatoire. et patriotique plutôt que révolutionnaire, justement. Et ce qu'on perd là-dedans, c'est la référence à la Révolution d'octobre. Alors, c'est intéressant parce que sur ce même plateau, un peu plus tôt dans l'émission, Pierre Grosser disait que le communisme a été rapidement un anti-impérialisme, en fait. Et donc, si je comprends ce que vous dites, c'est que cette faction-là de l'idéologie a pris de l'ampleur au fil du temps au détriment du reste. Il a été exploité pas mal parce que en Russie, c'était toujours beaucoup moins le marxisme que le léninisme. Et l'idée de l'anti-impérialisme, ça vient certainement de Lénine. Alors, c'était repris par les dirigeants. Cette histoire de ce que les ennemis principaux sont des méchants impérialistes et surtout les grands monopoles. Et ça se reprend assez facilement de nos jours, surtout en Russie, où l'image de l'ennemi, oui, c'est peut-être l'Occident, surtout les États-Unis, mais c'est aussi des multinationales internationales de provenance américaine, de provenance occidentale. Ça se cadre très bien avec la politique actuelle parce que, en fait, quand on fait une référence à l'histoire, quand un pouvoir fait une référence à l'histoire, il le fait toujours en triant et en choisissant les éléments qui sont les plus avantageux à utiliser dans le discours d'aujourd'hui, pour les buts d'aujourd'hui, pour les intérêts d'aujourd'hui. De ce point de vue, on peut dire oui, la Russie utilise certains éléments de l'héritage dit communiste, même je ne suis pas très à l'aise avec le terme, plutôt on va parler du passé soviétique, mais toujours en poursuivant ses propres intérêts, les intérêts d'aujourd'hui. Mais donc, parce que ces velléités-là vont toujours demeurer, il y aura toujours une certaine frustration à l'égard des pouvoirs économiques, des pouvoirs politiques. Alors, je reviens à ma question tout à l'heure, mais est-ce que le communisme serait toujours une voie de contestation? Mais je pense que d'abord, il faut voir que même s'il y a une critique de l'impérialisme américain qui est encore là, cette critique-là même a changé, puisque à l'origine, au moment de la Révolution d'octobre, l'idée de l'anti-impérialisme communiste, c'était contre l'impérialisme américain. On propose un nouveau modèle complet pour le monde entier. Il y avait une prétention d'exporter la révolution partout. Alors que maintenant, l'anti-impérialisme, comme celui de la Russie contemporaine, par exemple celui de la Chine, ne vise pas vraiment à exporter le modèle de la Russie d'aujourd'hui partout dans le monde, mais simplement à défendre la souveraineté nationale. Donc, c'est plutôt dans un mode régional et national que se fait la critique de l'impérialisme, plutôt que dans une perspective de révolution mondiale. Et donc, il y a une importante transformation ici non seulement la souveraineté, mais aussi le modèle qu'ils ont, la Russie ou la Chine, les pays qui se développent, qui prétendent avoir un modèle différent du modèle occidental. Et ce modèle, selon leur leader, est tout à fait légitime. Donc, c'est une référence par opposition au modèle dit capitaliste, impérialiste, mais c'est un modèle qui est existant, qui est fonctionnel, qui n'est pas nécessairement le même en Russie et en Chine, mais avec des éléments quand même pas mal similaires. On n'a pas besoin de la démocratie pour se développer, c'est un peu ça l'idée. Alors, le anti-impérialisme de nos jours se résume à ça. On n'a pas besoin de démocratie.
On est capable de procéder sans ça. Et est-ce qu'il y a des éléments du communisme ou des régimes politiques nés du communisme qui demeurent aujourd'hui, qu'on a conservés dans nos régimes politiques actuels? Nos régimes occidentaux? Je dirais un point important, c'est plutôt comment le capitalisme s'est adapté sous la pression du communisme. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, la social-démocratie, donc l'État-providence, c'est en grande partie né dans les années 30 et ensuite surtout après la Deuxième Guerre mondiale, précisément pour répondre à la critique que faisait le contre-modèle communiste en disant, regardez, le capitalisme est capable de s'adapter, on est capable de créer une classe moyenne avec des revenus raisonnables, plutôt que ce portrait du capitalisme sauvage du 19e siècle, celui qui avait inspiré Marx, avec une minorité extrêmement riche. Puis, avec des filets de protection sociale qui s'inspirent, en fait, la protection sociale s'est inspirée pas mal du modèle communiste, parce que ça existait. La gratuité, je ne sais pas, des études, des services, entre autres, ça s'est inspiré par ce modèle-ci. Et donc, dans ce sens, oui, on est héritier de l'adaptation que le communisme a forcé au capitalisme. Donc, ça aura servi à quelque chose. Oui, tout à fait. Ekaterina Piskunova, chargée de cours en sciences politiques à l'Université de Montréal, spécialiste de la géopolitique de la Russie. Merci d'avoir été avec nous. Guillaume Sauvé, chercheur à l'Université Carleton et au Cerium à l'Université de Montréal, spécialiste de la Russie aussi. Merci d'être venu sur ce plateau.